Merci beaucoup d'être là déjà à tous, voilà, dans ce grand événement avec tous ces événements en même temps. Donc merci d'être là. Et juste une chose aussi, ce n'est pas Xavier Marin, mais c'est Olivier Chartier. Bon, on se présentera ensuite, mais juste pour vous dire. Et effectivement, pour une fois, il y a plus de femmes que d'hommes. Enfin, une fois n'est pas coutume. Voilà, donc on est également content pour ça. Alors, l'idée aujourd'hui, dans toute cette économie du sport, c'est de parler de l'international, mais de manière concrète, opérationnelle, c'est-à-dire comment on fait pour aller sur les marchés internationaux. Les marchés internationaux du sport, comme vous savez, ils se développent dans le monde. Ce sont d'abord les infrastructures, évidemment, les programmes de stades, etc., mais également de plus en plus les grands événements sportifs internationaux. Il y en a de plus en plus et partout. Parce que c'est à la fois une source de business pour les entreprises, de rentabilité, et aussi de soft power, de puissance, etc., de rayonnement pour les États. Sachez qu'il y a un signe, je ne vais pas vous répéter tous les montants, les milliards dans le monde, etc., mais il y a un signe quand même qui est fort, c'est que les fonds d'investissement s'intéressent de plus en plus au sport. Et l'année dernière, dans le monde, les montants investis dans le sport par les fonds ont été plus 23% par rapport à 2022. Donc ce sont les chiffres 2023 par rapport à 2022. Alors que le montant global des investissements a baissé. Alors bien sûr, le sport est encore une toute petite partie, mais il est en croissance très rapide. Bon. Ça, c'est pour le côté purement économique. Mais après, il faut savoir, quand on est opérationnel, que sur les marchés internationaux et sur les grands événements, on a une concurrence internationale extrêmement forte. L'idée d'aujourd'hui, c'est un peu de faire, entre guillemets, l'intelligence stratégique des marchés internationaux. Et ça ne sera pas abstrait, mais très concret. Je voulais juste vous dire qu'on a grosso modo deux grands types de concurrents. On a des concurrents de pays, de pays nouveaux, enfin nouveaux sur les marchés, enfin, pas si nouveaux que ça, mais enfin, on va dire non occidentaux, les Chinois, les Turcs, les Marocains et d'autres. Et ceux-là sont favorisés par leur prix et également, très important, par leur accompagnement public financier. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des packages financiers tout faits par leur gouvernement. On a les autres qui sont plutôt des pays occidentaux. On a en premier lieu les États-Unis et les Britanniques, mais d'autres aussi, qui ont un soutien politique de la part de leurs États, souvent des soutiens financiers aussi, mais surtout des soutiens politiques en termes de soft power. Sachez que les États-Unis ont remis la diplomatie du sport au centre de leurs préoccupations dans les ambassades. Depuis 3-4 ans à peu près. Elle avait disparu et ils ont remis un homme ou une femme par ambassade, pour grande ambassade en tout cas, pour s'occuper du sport. Voilà. Donc on va parler de tout ça de manière assez concrète. Comment font alors deux entreprises et un fonds, c'est intéressant d'avoir l'œil d'un fonds sur ces sujets-là. Donc deux entreprises de taille différentes, Vogo et Orange, et le fonds Trail. Je vais les laisser se présenter avant de commencer. Et voilà, donc Barbara. Bonjour à tous, moi je suis Barbara Desmarais, je suis la directrice marketing et communication de Vogo. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Anne Rodin, je suis directrice commerciale d'une business unit qui se prénomme Orange Events. Orange Events et Vogo faisant partie, étant membre éminent même je dirais, du GIE France Sport Expertise, puisque c'est le GIE, Groupement d'intérêt économique France Sport Expertise, qui organise cette petite session pour BPI France. Olivier. Bonjour à tous, Olivier Chartier, donc directeur général de Trail. Excusez effectivement Xavier Marin, son président. Trail est une société de gestion spécialisée dans le private equity, donc on investit dans le haut de bilan de PME, de façon globale, mais nous venons de lancer une stratégie, un fonds d'investissement dédié notamment au sport, et plus précisément au sport, au luxe, et aux arts et à la musique, avec, on en reparlera peut-être, avec le constat que sport, luxe et l'événement convergent de plus en plus autour de l'expérience, et c'est ces sujets qu'on travaille et dans lesquels la France excelle, on pense avec un gros potentiel effectivement de développement à l'international. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on a un vrai sujet de modèles différents, puisque il y a le sport un peu entertainment, business, etc. Et puis il y a le sport plus, je dirais, à la française, à l'européenne, qui est plus axé sur l'intérêt général, etc. Ça aussi, ça fait partie des éléments à considérer, qui sont très importants. Alors on va ordonner cette session en deux parties. La première sur comment faites-vous pour aborder ces marchés, que vous soyez entreprise ou fonds.
Et puis une deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, que ce soit au niveau privé ou au niveau public. Et puis on va garder, mais vraiment, je vous jure, on va garder 20 bonnes minutes pour parler avec vous, parce qu'il faut que ça soit absolument interactif. Voilà. Donc, Barbara, comment tu abordes les marchés internationaux pour Vogo ? Alors, juste avant de répondre à la question, pour vous dire ce qu'on fait chez Vogo, ce sera plus concret après. Donc, nous, en fait, on est spécialisé dans les solutions de replay vidéo et de communication audio pour les événements sportifs. Donc, si vous aimez le sport et que vous regardez du sport à la télé ou si vous allez dans les stades, pour vous donner une image de ce qu'on fait, les petits micros que portent les arbitres pour se parler entre eux et pour parler à l'arbitre vidéo, c'est nous. Et les systèmes vidéo qui sont utilisés par les arbitres vidéo pour faire de la VAR, pour faire du challenge vidéo, c'est le genre de solution qu'on va développer. On a ce genre de solution aussi pour les équipes médicales, notamment dans le contexte du diagnostic des commotions cérébrales, en rugby mais aussi dans d'autres sports. On a aussi des solutions de vidéo pour tout ce qui est amélioration de la performance. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le contexte des JO, on a équipé beaucoup de Krebs pour leur amener une solution vidéo d'analyse pour les athlètes de haut niveau. Et puis on a des solutions pour les fans. On était notamment la brique vidéo de l'appli FIFA sur la Coupe du Monde au Qatar. Donc on a un spectre assez large et en fait nous, nos marchés, c'est évidemment pas que la France. Aujourd'hui on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'international. On a toujours travaillé à l'international. Et comment on fait du coup pour arriver sur la question? Je pense que nous on a toujours eu cet état d'esprit de ne pas rester cantonné en France et d'aller directement sur des clients soit au niveau européen soit au niveau internationaux, mais ce qui est très important dans le développement, c'est d'abord de se faire des références chez soi, à domicile. Et pour prendre un exemple, nous, quand on a commencé à travailler pour les médecins dans le rugby, donc pour les protocoles de commotion cérébrale, notre premier client, ça a été la Ligue de rugby ici en France, la LNR et la FFR. Et ensuite, grâce à cette référence, on a équipé tous les clubs de Top 14, de Pro D2. Derrière, on a fait les matchs de Coupe d'Europe, donc ça nous a permis de passer au niveau européen auprès de l'EPCR et de Rugby Europe, et ensuite d'aller chercher des clients comme World Rugby ou comme les 6 nations. Donc c'est important de d'abord développer une expertise chez soi, sans s'enfermer dans le marché local, parce que c'est vrai que dans le sport, c'est pas forcément en France qu'il y a le plus de budget et de fonds, mais d'avoir cette reconnaissance et en fait de faire un peu ses armes et de tester ces systèmes, on va dire, d'avoir des premiers POC sur le marché. Donc ça, c'est un premier point qui était important pour nous. Ensuite, quand on a commencé à aller à l'international, on s'est rendu compte qu'il fallait très vite avoir une présence locale. Donc aujourd'hui, on a une filiale aux États-Unis qui couvre, on va dire, le continent américain. On a racheté un distributeur qui était en Angleterre pour travailler sur tous les marchés du Commonwealth. Et après, on a une trentaine de distributeurs un peu partout dans le monde. On en développe notamment pas mal au Moyen-Orient, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au niveau du sport, que ce soit, il y a eu le Qatar, il y a maintenant l'Arabie Saoudite, etc. Et on se rend compte que pour rentrer que ce soit dans des enceintes ou sur des organisations d'événements, il y a beaucoup de networking qui est nécessaire. Et donc avoir les bonnes personnes sur place qui connaissent les gens dans les fédés, qui connaissent les ligues, qui connaissent les organisateurs, qui connaissent aussi le secteur public sur les appels d'offres, c'est clé pour savoir qui appeler, quand postuler, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, où là, on a quand même de la chance avec ces dernières années en France, c'est tout ce que Claude a appelé les GESI, donc les grands événements sportifs internationaux. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a maintenant les JO, il y a eu en fait tous les événements internationaux. Ça permet aussi, quand ils ont lieu en France ou ailleurs, de pouvoir se positionner sur des prestations et d'utiliser ça un peu comme carte de visite pour derrière aller répondre à des appels d'offres un peu plus loin à l'international. Voilà. Merci Barbara, super. Une entreprise d'une taille différente, comme ça vous aurez bien deux visions. Exactement, merci. Donc je vais vous juste spécifier également le savoir-faire d'Orange Events. Orange Events existe à peu près depuis une trentaine d'années. C'est une structure qui est née de l'histoire, pour ne pas les nommer, avec ASO, dans le cadre de l'accompagnement spécifique du Tour de France. Et Orange s'est vite rendu compte qu'il y avait un marché à prendre sur le marché de l'événementiel, sur le secteur du B2B. Et donc l'histoire a continué pour arriver jusqu'à aujourd'hui, qui est un événement majeur. Orange Event accompagne le comité olympique dans le cadre des Jeux.
Et c'est une première mondiale, puisque Orange sera le seul opérateur à connecter l'ensemble des jeux et à connecter les jeux au monde entier. Pour vous donner juste un ratio, sur les jeux en Asie, c'était donc 5 opérateurs qui avaient opéré l'ensemble du projet. Donc voilà, Orange, nous sommes seuls, nous allons produire cet événement, voilà, vous serez tous connectés dessus. Et à nouveau, je vous redis, c'est une première mondiale. Donc voilà, Orange Event opère sur ce type d'événement. On a eu la chance aussi d'opérer sur la Coupe du Monde de rugby. De la même manière, nous avons connecté l'ensemble des stades, fait le transport des images pour l'ensemble du milieu des droits télé. Et par ailleurs, voilà, Orange Event, c'est à peu près 5000 événements par an, que ce soit d'un salon un petit peu plus petit à, encore une fois, un événement comme les JO. Donc, pour répondre à la question de Claude, forcément, Orange, la stratégie, je dirais, est un peu différente de la part d'une entreprise qui serait une PME ou voilà, avec une envergure différente. Nous avons la chance d'être une multinationale et d'avoir des filiales sur des plaques, par exemple l'Afrique, qui a un marché très en croissance sur les marchés du sport et où Orange est extrêmement positionné. Donc de manière extrêmement concrète, comment est-ce que nous, Orange Event, nous travaillons avec nos filiales pour aller chercher des marchés ? Bien entendu, il y a la mise en avant de ce que l'on sait faire en France et qui est tout simplement d'apporter la preuve par l'exemple, d'avoir des réussites sur le marché français. Et notre moyen est tout simplement d'aller acculturer, former et avoir une posture de consultant auprès de nos équipes en local. Je vais vous donner un exemple très simple. Il va se tenir les JOJ, vous le savez, en 2026. Eh bien, nous travaillons déjà depuis 3 ans avec les équipes du local pour les former, les acculturer au modèle du sport business sur les territoires. Et ça va, si vous voulez, brosse, je dirais, des plans d'action assez larges. C'est comment j'utilise justement les pouvoirs publics sur le local ou les pouvoirs, je dirais, de l'État pour mettre en exergue les sujets de l'économie du sport. C'est former les salariés Orange aux prérogatives et à l'attendu de ce qu'on peut voir vis-à-vis d'un GESID, un grand événement sportif. C'est aussi expliquer comment, via les fédérations, via les fédés internationales, j'ai aussi un levier, là aussi sur la partie business. Et j'irai même plus loin, c'est aussi comment j'arrive même à engager mes salariés, parce qu'il y a quand même tout le milieu du sport, on parlait tout à l'heure d'engagement, de ferveur, et on sait aussi que c'est un levier majeur pour l'ensemble des équipes. Pour les salariés aussi, bien sûr. Aussi pour les pas salariés. seulement pour les spectateurs. Exactement. Les JOJ, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse et c'est à Dakar en 2026. Exactement. Écoute, c'est super, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça apporte un éclairage un peu différent de ceux qu'on a habituellement. Et alors donc maintenant, un éclairage encore différent avec Olivier Chartier, un fond maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de partager avec effectivement 3 femmes ce moment. Donc moi je dirige un fonds d'investissement de private equity. Alors moi je ne suis pas un spécialiste spécifique du sport, mais c'est peut-être ça l'intérêt. C'est que nous sommes des investisseurs, nous intervenons dans beaucoup de secteurs. Nous investissons dans le haut de bilan des entreprises, soit en majoritaire on prend le contrôle, soit de façon minoritaire aux côtés des dirigeants. Et on est historiquement plutôt des bons connaisseurs du secteur du luxe, de la consommation, de la culture, de la musique. Et on s'est rendu compte, notamment en discutant avec les entreprises qui investissent, qui sont présentes dans le luxe, qu'il y avait une convergence de plus en plus forte, que je disais en introduction, entre le monde du sport, les sportifs, les athlètes, pour sans doute évidemment les valeurs qu'ils incarnent et qu'ils propagent, il y avait un entremêlement, un entrelacement de plus en plus prégnant avec les secteurs qu'on connaît bien, en l'occurrence celui du luxe et de la consommation et des services. Et donc on s'est un peu penché sur le cas et on s'est rendu compte que contrairement d'ailleurs à beaucoup de pays, notamment les Américains qui ont beaucoup d'avance là-dessus, il y avait en France très peu de fonds d'investissement avec un focus dédié au sport. Alors, il y a quelques initiatives, quelques fonds qui accompagnent en venture capital, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est-à-dire des sociétés en amorçage, mais qui n'avaient pas ou peu de fonds, en tout cas, qui de façon dédiée et spécifique investissaient dans des sociétés avec déjà un modèle économique établi,
avec déjà des premiers succès, voire de la rentabilité déjà. Il n'y avait pas de fonds qui s'occupent spécifiquement d'accompagner ces sociétés, de les faire grandir, faire le scale-up à l'international. Et donc, on a vu cette opportunité, on a regardé ce que faisaient notamment les grands fonds américains. Hein. Il y a beaucoup de grands fonds qui investissent d'ailleurs dans nos pépites françaises. Hein. C'est un fonds anglo-saxon qui est rentré, par exemple, au capital d'Alpine, on peut le regretter. Et donc nous, on s'est dit qu'il était utile de lancer un fonds dédié à cette thématique, avec une approche à 360, puisque le sport, ça a été rappelé par Claude, c'est évidemment beaucoup de choses, c'est l'événementiel, mais c'est les équipementiers, c'est les sports en eux-mêmes. Le premier investissement qu'on a fait, on sera, je vous y invite tous, le 14 juin dans cette même salle, parce qu'on a racheté la première ligue française de sport de combat MMA, Arès. Et donc on sera là le 14 juin pour un premier combat, Arès 22. Et donc on voit, et l'idée d'Arès, c'est de faire, Arès c'est le client d'Orange, je l'apprends. D'Orange, voilà. Je suis ravi. Et donc l'idée d'Arès, c'est qui est considéré comme vraiment l'un des leaders français, en tout cas, le premier acteur français du monde du MMA, avec des combattants qui sont partis ensuite dans la ligue américaine, avec notamment Cyril Gane. Eh bien, on veut faire d'Arès ce champion à l'international, parce qu'on considère que la France, notamment dans ce secteur-là et ce sport-là, excelle, a un avantage comparatif et est capable d'aller s'internationaliser en Europe et chez les matchs internationaux. Donc voilà ce qu'on a fait. Pour rebondir avec Claude, c'est vrai que c'est très important. En France, on avait une logique du sport un peu associative dans l'investissement. C'est-à-dire que c'était souvent les clubs, les assos, etc. Aujourd'hui, et on voit, je peux vous dire qu'on a plein de petits concurrents qui nous rattrapent si on considère qu'on avait un peu d'avance, ou en tout cas qui travaillent sur ces sujets. C'est bon signe, ça veut dire que le sport se structure. Je ne dirais pas se professionnalise, parce que ce serait méprisant pour le secteur associatif qui fait un travail par ailleurs remarquable. Mais nous avons effectivement une structuration et un besoin de créer ces champions. Et donc on est un peu, je dis souvent que le sport c'est un peu le luxe d'il y a 20 ans, hein, qui ont fait les grands champions français, qu'on ne cite plus, et qui eux réussissent à l'international. On considère que le sport aujourd'hui est en pleine structuration. Évidemment, c'est une opportunité pour nous, investisseurs, de créer de la valeur pour les investisseurs qui nous font confiance. Après, pour répondre plus précisément à ta question, mais je voulais faire ce préambule, on accompagne des sociétés dans le sport, comme je dirais, on accompagne les sociétés à l'international dans d'autres secteurs. Et pour moi, pour répondre à la question et lancer la discussion, je pense que ça a été dit tout à l'heure. D'abord, je pense que c'est un mindset. Moi, j'accompagne des petites entreprises, Anne. Donc, évidemment, quand on est Orange, quand on est un très grand groupe, on a beaucoup de choses en interne qui font gagner du temps et des spécialistes de tous les secteurs. Mais nous, on accompagne plutôt des PME. Et c'est vrai que le dirigeant, c'est des petites équipes, hein, on accompagne des sociétés entre 20, 30 et jusqu'à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même un état d'esprit. Il y a des très beaux succès de PME franco-françaises, de gens qui ne veulent pas aller à l'international et qui vivent très bien et qui gagnent beaucoup d'argent. Donc ce n'est pas forcément un point de passage obligé. Donc il faut vraiment avoir envie d'y aller, parce que c'est difficile d'aller à l'international. Donc il faut un mindset, il faut une culture d'entreprise. C'est souvent le dirigeant qui l'inculque et qui l'inculque à ses équipes. Le deuxième sujet, ça a été dit, je crois, par les intervenantes précédentes, c'est que je connais assez peu d'exemples de gens qui réussissent à l'international quand ils ne sont pas eux-mêmes forts chez eux. Et c'est vrai que pour aller à l'international, il faut réussir chez soi. En gros, je pense qu'il ne faut pas se dire je vais à l'international parce que je ne réussis pas en France. Là, je ne vois pas beaucoup d'exemples qui fonctionnent. Le troisième sujet, c'est un peu la palissade en disant ça, mais je pense que quand je regarde les entreprises de nos portefeuilles, hein, je ne suis pas un dirigeant d'entreprise, je suis un financier qui est investi dans des entreprises, mais quand je parle avec eux, évidemment, il faut un produit différenciant. Je prends par exemple Buffet Crampon, dans lequel nous sommes actionnaires majoritaires, qui font des clarinettes, instruments à vent de musique. 95% du chiffre d'affaires de Buffet Crampon se fait à l'international, parce que je n'y connais pas grand-chose en clarinette, mais paraît-il, ces clarinettes Buffet Crampon sont d'une différenciation et d'une distinction qui fait que tous les grands orchestres du monde sont équipés de clarinettes. Je pourrais prendre d'autres exemples. Donc avoir évidemment des produits différenciants, une technologie différenciante. Je pense à une autre entreprise qui est très spécialisée dans le traitement de surface chez nous, et qui a inventé un procédé green pour justement ne pas émettre de rejet sur une industrie qui est polluante à la base. C'est un vrai atout différenciant, et cette société est en train de s'implanter en Chine avec grand succès.
Vous en parlez tout à l'heure. Donc il faut évidemment avoir un produit important, intéressant. Après, il faut évidemment savoir comment y aller et avec qui y aller. Oui. Et donc, et pour terminer, il faut, à mon avis, avoir une graduation et une analyse qui peut être faite d'ailleurs par Business France. Il y a des gens qui peuvent vous aider à analyser un marché local. Il faut voir si le marché, d'abord, il y a de la demande, si vous êtes bien positionné et qu'il n'y a pas trop de concurrence. Ça paraît logique. Et puis derrière, il faut savoir comment y aller. Et là, il y a le rapport un peu, je dirais, efficacité-risque, qui va de j'exporte depuis la France. Alors, ça a son avantage parce qu'on contrôle complètement, mais ça peut aller lentement. Ça peut, ensuite, on passe par une franchise, on ne connaît pas, on veut tester, on peut prendre un franchisé pour se tester aux États-Unis, en Chine ou ailleurs pour voir si le produit fonctionne. Et puis de façon plus intégrée, on peut ensuite créer effectivement sa propre filiale, mais avec évidemment toute la lourdeur administrative, mais qui vous permet quand même de structurer des vrais relais locaux et d'émerger. Après, il y a les acquisitions, les build-up, ce qu'on appelle dans notre jargon, qui permet de racheter une société qui fait un peu la même chose que vous et qui vous permet de gagner du temps et d'aller sur un marché sans avoir forcément tous les codes, mais de faire confiance à des locaux qui, eux, sont dans un business proche du vôtre. Merci beaucoup. Je pense que vous avez beaucoup de recettes maintenant pour aborder l'international avec tout ce qui a été dit. Barbara, tu veux réagir une seconde? Non. Non, sinon, on passe à la deuxième partie. Oui, on peut passer à la deuxième partie. Je croyais que tu voulais réagir à ce que disait Olivier. Alors, après, ce que je peux dire sur ce côté, il faut être fort chez soi. Et puis aller à l'international, en fait, nous, ce qu'on expérimente aujourd'hui, c'est que, en fait, il y a un mouvement en deux temps. C'est-à-dire qu'on fait des choses chez nous, on prouve que ça marche. Derrière, on va voir des instances internationales, qu'elles soient européennes, internationales. Et ça nous permet de redescendre dans les instances nationales des pays. Et je vais prendre un exemple sur la VAR, justement, sur la FIFA. Donc, on a fait des tests d'arbitrage vidéo ici. On avait commencé dans le rugby. Ensuite, on a, l'année passée, obtenu la certification de la FIFA pour faire de la VAR partout dans le monde. Il y a des règles, il y a tous des examens à passer assez détaillés. Et en fait, une fois qu'on a ça, ça nous permet de répondre à des appels d'offres dans les différents pays. Donc aujourd'hui, on a nos systèmes en Estonie, au Liban, à Dubaï, etc. On a énormément de pays asiatiques avec qui on est en projet. Et ça, c'est des projets qu'on n'aurait jamais eu sans avoir cette certification au niveau international. Alors là, c'est extrêmement intéressant ce que dit Barbara aussi, parce que c'est l'aspect certification, normalisation, qui est souvent très peu, pas assez vu par les entreprises qui vont à l'international, et même par la France en général, puisqu'on aurait intérêt à avoir nos propres normes, à les faire admettre sur les marchés de manière à les dominer. Mais à la limite, si on n'a pas réussi à avoir nos propres normes, il faut effectivement se faire certifier. Et c'est vrai que c'est un avantage important sur les marchés publics, mais aussi privés, souvent, d'avoir une certification. Et je ne reste pas au plaisir de vous dire que tout ce que vous venez d'entendre, là, et qui n'est pas terminé, c'est de l'intelligence économique appliquée. C'est exactement ça. Anticipation, sécurisation des marchés, influence sur les marchés. Donc, vraiment, voilà. Et donc là, on va passer à la deuxième partie, qui sera plus courte. Et ensuite, on va parler avec vous. Et sur en gros, avec tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme mesure, que ce soit public ou privé, ou des manières de fonctionner peut-être meilleures? Voilà, vous pouvez aussi dire que tout va très bien et qu'on va rester comme ça. C'est comme vous voulez. Alors, on va repartir dans un autre ordre. On va commencer par Olivier et on va refaire dans le sens inverse. Non, mais un œil extérieur aux entreprises. La question est difficile. Ce qu'on peut observer, c'est... nous, notre métier, j'ai pressé pour ma paroisse, je pense que quand on n'est pas Orange, mais quand on est une PME, avec ce qu'on a dit, avec des clés de succès sur son marché initial, domestique, quand on veut aller à l'international, je pense quand même qu'il ne faut pas y aller seul. Donc, une des façons, et encore une fois je prêche pour ma paroisse, mais d'y aller, c'est peut-être de faire rentrer à l'occasion d'une volonté de développement sur les marchés internationaux, de trouver un partenaire financier, un investisseur, qui va pouvoir vous aider, spécialisé dans le développement des entreprises à l'international. Il y en a plein, thématiques, sectorielles, géographiques. Le monde de l'investissement français et européen est bien garni, donc vous trouverez votre bonheur. Ça peut d'ailleurs être des partenaires en dette, en financier classique. Mais l'avantage d'un fonds d'investissement qui investit au capital d'entreprise, c'est qu'il partage
copartage la gouvernance, soit on prend le contrôle, mais soit il est un acteur minoritaire, mais avec une possibilité d'expression au sein du board. Et donc c'est une possibilité d'accompagner une PME qui réussit, d'abord parce que ça lui donne des moyens financiers, ça lui permet d'assurer son développement, évidemment, avec un budget, un business plan à travailler pour tenir des objectifs précis. Il ne s'agit pas d'investir pour ensuite se dire qu'est-ce qu'on va faire à l'international. Mais je pense que ça peut être une des premières solutions, c'est de trouver un partenaire investisseur qui va copartager la gouvernance de l'entreprise et vous aider en capital, mais aussi en écosystème. Nous, on a quelques focus géographiques, notamment en Asie, où on a un investisseur institutionnel très, très puissant dans un pays d'Asie, et qui nous permet de gagner beaucoup de temps dans ce que vous disiez sur les démarches administratives, sur les discussions avec les provinces, les régions, l'administration. Et on constate quand même, quand on a ces relais, qu'ils soient des investisseurs ou des institutions, eh bien, on gagne beaucoup de temps, et donc un fonds d'investissement, mais un partenaire peut offrir cet écosystème qui va permettre de gagner du temps et d'éviter les pièges avec des gens qui connaissent bien et qui ont des entrées, ça a été dit. Je pense que l'aspect institutionnel est très important. Sur l'aspect institutionnel, il y a plein de choses à faire. Honnêtement, on a la chance d'avoir un pays qui a des représentations institutionnelles dans presque tous les pays du monde. Et honnêtement, on est parfois critique sur l'action de l'État. Moi, j'ai souvent affaire aux ambassades, aux chambres consulaires, aux conseillers du commerce extérieur. Ça y est, on les oublie, mais il faut les aux chambres de utiliser. commerce internationales. Ouais. C'est aussi l'occasion de rencontrer des sociétés françaises qui sont déjà dans le pays. Et donc de vous faire aussi un relais, un réseau de gens qui ne partagent pas toujours vos secteurs, dont la taille varie, mais qui vont quand même vous donner, il faut se faire des copains et plein de bons tuyaux pour y arriver. Donc moi je pense qu'il faut le réseau consulaire, institutionnel français est très puissant. Il faut l'utiliser. Je citais Business France tout à l'heure. Nous, on a fait faire une étude par Business France sur un marché qu'on ne connaissait pas pour l'une de nos entreprises. On en a été très satisfaits. Alors, il peut y avoir des contre-exemples, mais ce sont des gens qui interviennent, souvent d'ailleurs dans des conditions assez favorables. Et je pense qu'on a parfois tendance à ne pas s'en servir, et évidemment, ça rend les puissants. Et puis, j'en étais le témoin et le premier bénéficiaire dans une société. Trell est une petite société, hein, c'est un peu une PME de l'investissement. On n'est pas un très grand fonds on est international, mais on n'est pas d'une taille internationale. Eh bien, on a pu aussi profiter de voyages ministériels ou gouvernementaux ou étatiques. Et il ne faut pas hésiter. Parfois, on se dit, oui, mais moi, je suis trop petit, je suis dans mon coin. Et globalement, il y a aussi une très grande écoute de l'État français sur l'accompagnement des entreprises à l'international, et pas forcément que des grandes. J'en étais le témoin récemment, et qui permet d'être dans un voyage, alors c'est pas pour se balader, mais pour signer d'un accord. Et quand on signe un accord commercial dans certains pays, je pense au Middle East, je pense à la Chine en particulier, le saut d'avoir un accord un peu porté et soutenu par la sphère institutionnelle française, c'est un plus, ça peut sécuriser la bonne finalité de l'accord. Voilà. Des choses un peu concrètes que je vous partage et qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à utiliser. Après, il y a évidemment des besoins de formation, des besoins, vous l'avez dit, il y a quand même une grande complexité administrative, ne serait-ce que pour avoir un visa parfois auprès des ambassades. Enfin, ça, c'est pas forcément du ressort d'ailleurs de la France. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir avant tout un mindset très fort, parce que réussir à l'international, c'est plein d'ingrédients, il faut vraiment en avoir envie. Il faut s'accrocher. Merci beaucoup de tous ces éléments concrets. Je voulais juste dire que les fonds sont, je l'ai dit au tout début, mais je le répète, sont particulièrement intéressés par le sport aujourd'hui. Alors nous, bien sûr, on aime bien les fonds français ou européens. On a quand même envie que notre savoir-faire reste ici, nos emplois aussi, nos formations, notamment celles qu'on va faire, qu'on a fait déjà, enfin qu'on est en train de continuer de faire pour les JOP, puisque après il va falloir les réutiliser. Voilà, donc on aime bien ça. Et juste aussi que c'est une des fonctions du GIE, dont d'ailleurs on a beaucoup de représentants ici, à part vous deux, on a Sodexo Live, on a l'Oxam. C'est aussi une de ses fonctions d'essayer de mettre
de travailler, de présenter toute cette fonction institutionnelle qui est très importante, et notamment à l'étranger, en France, mais aussi à l'étranger. Souvent, elle peut être très facilitée par le collectif. Alors moi, je déteste le mot chasser en meute, parce que je trouve qu'on n'est pas des chiens et que c'est horrible. C'est la chasse à courre, donc c'est vraiment pas un bon exemple. Mais par contre, le fait de travailler collectivement, de savoir mutualiser les informations et de vraiment avoir des représentants qui peuvent changer, mais des représentants qui peuvent porter la bonne parole auprès des maîtres d'ouvrage étrangers et des gouvernements, c'est hyper utile. Et je ne dis pas ça pour le GIE, je dis ça parce qu'on a des exemples étrangers. On a UK Sport qui existe depuis très très longtemps et qui fait un travail extraordinaire pour les Britanniques. Ils font que ça, que du réseau à l'étranger. Ils ont bien raison. Moi, je ne critique pas du tout. On a les Américains qui font pareil. Et on a même des pays absolument un peu improbables, dont on n'aurait pas l'impression, comme les Néerlandais. Je ne sais pas si vous savez, ils ont une sorte de GIE avec 60 entreprises qui font sur la chaîne de valeur du sport. Ils sont d'ailleurs, eux, alors que nous, on ne l'est pas, financés par leur gouvernement néerlandais, en grande partie. Et ils sont là pour faire la promotion des industries du sport néerlandaises. Voilà. C'est juste pour vous mettre un petit contexte et soutenir ce que vient de dire Olivier Chartier. Et maintenant, alors donc Anne et Barbara, et puis ensuite on ouvre la discussion. Merci. Alors bien entendu, je suis totalement en phase avec les propos qui ont été évoqués en préambule. Je pense que l'exemple assez simple, et là je vais m'appuyer à nouveau sur ce que Claude vient d'évoquer dans le cas du GIE, qui fonctionne sur ses fonds propres, c'est vraiment le bon exemple. Aujourd'hui, ce GIE a vocation à soulever des sujets de souveraineté nationale et d'utiliser encore une fois ce levier du savoir-faire en France pour aller l'exporter à l'international. Et ce qui est important, et ce que je vois moi dans les éléments très concrets, ce groupement d'entreprises, il a permis à mieux se connaître, d'accélérer sur des marchés ensemble, et ça rejoint ce que disait Claude. Et cette logique, on doit pouvoir aller la présenter à l'international, c'est-à-dire monter une proposition de valeur sur la chaîne liée à un événement, à un GESI, qui est le meilleur exemple, qui va passer par, encore une fois, nous, oui, Orange, on est une multinationale, mais au sein du GESI, il y a des TPE, des start-upers, et on a finalement réussi à monter une proposition de valeur de bout en bout pour que l'organisateur puisse avoir une proposition vraiment complète. Et je pense que vraiment, c'est ce côté du collectif des entreprises françaises, vraiment d'aller même penser, tiens, je sais que même moi, j'ai un appel d'offres, je détecte un appel d'offres sur un territoire, et bien le fait de mieux maîtriser le savoir-faire de mes petits collègues, et bien je les embarque même avec moi, parfois en sous-traitance, en co-traitance. Je peux vous dire que Anne le fait, c'est pas des mots, elle le fait. Et donc voilà, cette logique, je pense vraiment qu'on a réussi en tout cas à gagner en temps. Je suis directrice commerciale, donc il y a aussi le poids, c'est-à-dire où est-ce que nous on met l'effort pour aller plus vite, plus loin, et vraiment ce collectif, d'avoir été vraiment soudés, d'avoir aussi finalement, on l'a évoqué, ces actions de lobby. Encore une fois, nous, Orange, bien connaissant certains marchés en Afrique, et puis Vogo étant implémenté aux États-Unis, encore une fois, cette vélocité de partage de l'information, elle est majeure. Et je reviendrai sur l'anticipation. On sait que beaucoup, les marchés sont... Quand un appel d'offres sort, c'est en France vrai, mais c'est aussi vrai sur les pays. Bien souvent, c'est déjà quasi gagné, ou ça a été co-construit avec finalement les entreprises qui seront sélectionnées. Donc la phase amont, bien entendu, elle est majeure. Elle est majeure à nouveau, encore une fois, sur votre capacité à avoir des points d'entrée sur les pays, d'avoir encore une fois une entreprise qui ne fait pas forcément le même métier que vous, mais qui va pouvoir aussi vous amener des éléments, pouvoir vous positionner. Et il y a aussi des choses dont on n'a pas parlé, mais qui sont les cabinets de conseil. Les cabinets de conseil qui sont en phase amont des rédactions aussi des marchés. Vous avez intérêt à discuter avec eux et de les avoir finalement dans votre environnement pour pouvoir aussi vous présenter l'intérêt de votre structure et construire avec eux, finalement, les appels d'offres de demain. Ça, c'est extrêmement vrai, extrêmement intéressant. Conseil, ingénierie, management de projet, enfin, tous les gens qui sont en amont et qui définissent le cadre du projet en question. C'est vrai que de manière parfaitement transparente, il ne s'agit absolument pas d'aller faire des choses qui ne sont pas éthiques, mais
les connaître, savoir d'abord déjà qui ils sont, comment en gros ils fonctionnent, leur manière de voir, etc. Ça permet d'être quand même mieux préparé après en aval. Ouais. Barbara ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà par Olivier et Anne. Moi, ce que je peux rajouter, c'est effectivement ce travail en amont sur les appels d'offres et surtout à l'international qui est hyper important. Nous, on l'a vécu avec la FIFA quand on a travaillé sur la Coupe du Monde au Qatar. En fait, l'appli FAN, elle a commencé à être préparée juste après la Coupe du Monde précédente. Et en fait, la FIFA, ils travaillent sur des cycles de 4 ans. Donc, après chaque Coupe du Monde, ils lancent des projets. Et nous, on a eu la chance de travailler avec eux sur des POC, sur des plus petites compétitions. Et ça nous a permis de, effectivement, travailler avec eux sur le cahier des charges et du coup on était beaucoup plus près pour l'appel d'offres derrière. Donc ça c'est important et ça revient à comment on arrive dans ces instances au bon moment. Ce que je rajouterais, et ça va dans le sens d'Olivier aussi, alors pas forcément que via la private equity, mais c'est les fonds. Et c'est vrai que quand on va à l'international, ça coûte cher d'avoir des filiales, d'avoir des distributeurs, de pouvoir lancer des projets. Nous ce qu'on voit aussi c'est que je trouve que dans le sport, les échéances sont très rapides, c'est-à-dire que parfois l'appel d'offres met 9 mois à sortir, on a pas longtemps pour répondre. Après, ils disent, bon, mais vous allez avoir la réponse dans 2-3 semaines, puis en fait, ça prend 4 mois, et après, il nous reste quelques semaines avant le début de la saison, avant le début du championnat, et tout d'un coup, il faut financer des équipements, aller installer, aller envoyer des équipes sur place pour installer, et donc ce côté financement, il est important. Alors, Vogo, on a fait un choix un peu différent. En fait, on a fait une introduction en bourse en 2018, donc on a été la première Sportec qui a été cotée en bourse. Donc on s'est donné les moyens de aussi avoir des fonds pour financer ce développement à l'international. Et en fait, ce qu'on a fait en parallèle, c'est que dans cette intro en bourse et puis dans les levées de fonds qu'on a faites ensuite, parce qu'on en a refait l'année passée, une levée cette année, on a essayé aussi d'impliquer en fait des sportifs de haut niveau et internationaux. Donc on a Tony Parker qui est rentré au moment de l'IPO. Là, on a plusieurs joueurs de football, un Marocain, un Anglais, etc., qui sont rentrés et en fait qui ouvrent aussi des portes à l'international. L'air de rien, voilà, on a un footballeur marocain, il connaît les gens à la Fédé marocaine, etc. Donc non seulement c'est des gens qui sont passionnés de sport, donc ils comprennent nos solutions, ils voient l'intérêt de nos solutions. Ils ont des sous. Il y a beaucoup de family office maintenant qui sont gérés, des sportifs qui ont leur propre family office et qui investissent. Et puis ils ouvrent des portes parce qu'ils connaissent les gens et donc ça permet d'accélérer. Quoi. Je rebondis avec toi, puisque effectivement, nous avons, dans le fond, un advisory board qui conseille le fonds et dans lequel on a des athlètes qui sont eux-mêmes investisseurs dans notre fonds. Voilà. Donc on peut citer, puisque c'est public, il l'a annoncé comme un joueur comme Raphaël Varane, le footballeur, comme Pierre Gasly, quelques autres qui nous rejoignent en ce moment et qu'on annoncera un peu plus tard. C'est vrai que c'est intéressant parce que l'athlète devient en lui-même un réseau d'informations extrêmement puissant. Ambassadeur. Parce qu'ils sont approchés par toutes les sociétés de la Terre, ces grands sportifs français, on en a quelques-uns. Donc pour un investisseur, c'est formidable parce que c'est des gens. Pierre Gasly peut m'appeler en disant tiens, regarde ça, regarde si c'est intéressant. Moi, j'avais jamais vu passer de dossier. Non, mais lui, il l'avait. Et ça, c'est des opportunités qui peuvent ouvrir. Ils peuvent investir, comme tu l'as dit, et ils peuvent derrière ensuite faire rayonner les sociétés par leur image et l'accompagnement qu'ils peuvent avoir. Donc, je rejoins tout à fait. Le côté athlète-investisseur est un sujet important. On a de beaux exemples en France. Merci beaucoup. Je voudrais aussi mentionner l'utilité, ça c'est plutôt au niveau public, d'avoir des représentants plus nombreux dans les instances internationales du sport, au CIO, dans les fédérations internationales, etc. Il faut vraiment y travailler, et des sportifs, des anciens sportifs, mais aussi des gens, des institutionnels qui connaissent bien et qui peuvent là aussi faire une influence tout à fait éthique, mais simplement expliquer la manière dont on fonctionne, notre modèle, et ça, peu à peu, ça formate un peu les esprits et ça nous aide, nous, entreprises, ensuite à présenter des offres. Et le tout dernier point, c'est que le collectif, c'est très important, Anne, enfin tout le monde l'a dit, il faut aussi que ça soit important au niveau des administrations. C'est-à-dire, je ne dis pas avec nous, parce que généralement avec nous, ça marche plutôt bien, mais entre elles. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avoir aussi des vrais... une vraie mutualisation au niveau de toutes les administrations, parce qu'on en a quand même beaucoup qui s'occupent de sport. Elles n'ont pas forcément les mêmes visions. Et il faudrait qu'elles se coordonnent.
Ça ferait gagner du temps. Mais bon, grosso modo, ça marche bien avec nous. Mais puisqu'on voulait avoir un tableau exhaustif, je dis tout, même ceux qui peuvent gratter. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, c'est parfait, on est exactement dans le timing voulu. On ouvre la discussion, les débats, les échanges, où vous pouvez poser des questions ou faire des remarques. On serait ravis d'avoir un vrai débat. Informel, on ne va pas... Comment dire ? Voilà, c'est totalement informel. Et on n'écrira pas, même si on fera un petit compte-rendu, on n'écrira pas ce qu'a dit chacun. Les intervenants, oui, mais pas les... Sauf si vous voulez vous dire, j'ai dit ça, je veux que ça soit marqué sur LinkedIn. D'accord, on le fera, pas de problème. Mais sinon, sentez-vous totalement libre. Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui commence. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question qui s'adresse plus particulièrement à Barbara. Vous avez évoqué l'internationalisation pour la clientèle institutionnelle surtout. J'ai vu que Vogo s'adressait aussi aux sportifs amateurs ou semi-pro. Est-ce que vous avez des retours d'expérience spécifiques pour cette clientèle ? Excusez-moi, vous pouvez vous présenter ? Oui, pardon, je m'appelle Adrien Frisé et ma société s'appelle Augmented Sports Technologies. Elle fournit des briques d'analyse vidéo à destination des sports de raquettes. Intéressant, effectivement. Merci. Alors oui, effectivement, sur les outils d'amélioration de la performance pour les amateurs, enfin, on a des solutions sur l'amélioration de la performance et puis la diffusion. Et pareil, en fait, l'exemple de dire on fait d'abord en France et puis on va ailleurs se répète. Comme je le disais tout à l'heure, on a équipé pas mal de CREPS en France avec des solutions d'analyse vidéo. Et là, alors des CREPS, donc là on vient d'équiper des centres de haut niveau en Espagne, notamment à Sant Cugat à Barcelone, où on a du coup des disciplines qu'on avait ici en France. Et puis dans un autre registre que les CREPS, en fait, on a commencé à travailler sur des piscines connectées, où on installe des caméras sous l'eau et hors d'eau pour avoir un retour vidéo pour les entraîneurs en bord de bassin avec les nageurs. Et on a équipé d'abord des piscines en France et puis là on a équipé une première piscine en Belgique. Donc petit à petit, voilà, ça se ramifie et puis le bouche à oreille et la prospection des commerciaux permet de s'internationaliser. Et vous passez à chaque fois par, mettons, la fédération nationale, par les institutions locales ou pas nécessairement ? En fait, ça dépend sur les CREPS. Nous, on a un commercial qui s'est fait un réseau CREPS France et du coup qui a commencé après à démarcher les centres de haut niveau dans les pays limitrophes en fait, en disant voilà ce qu'on fait en France, est-ce que ça vous intéresse ? Et sur les piscines, en fait, nous on travaille avec Alain Bernard qui a été notre premier client en fait à la piscine d'Antibes, qui est un peu devenu notre ambassadeur. De fil en aiguille, on a travaillé avec Myrta Poul, qui est un constructeur de piscines, et donc on rentre maintenant sur les appels d'offres avec Myrta dans une brique vidéo de piscine connectée. Voilà. Et ensuite, les gens se parlent en fait. C'est vrai que la piscine qu'on a faite en Belgique, le directeur de la piscine avait entendu parler de ce qu'on avait fait ici en France, et puis du coup il nous a contactés en disant est-ce qu'on peut mettre ça dans ma piscine, voilà. Donc. Merci. Autre question ou remarque ? Merci beaucoup pour cette questions. Allez, lancez-vous. Est-ce que vous voulez que un des intervenants développe quelque chose qu'il a dit ? Parce que c'est vrai que parce que moi c'est vrai que je les ai très minutés, donc peut-être qu'ils ont encore sûrement ils ont encore plein de choses à dire. Merci Yann Rambaud, je suis actionnaire et dirigeant chez Sportive, avec un W à la fin, qui est une plateforme de réseau social de sportifs pro et semi-pro, et également une solution SaaS de recrutement qui tourne autour. On vient de lever 2 millions d'euros, 1 million en equity, 1 million en non dilutif. On a une géographie de nos inscrits qui se répartit de manière assez équitable entre l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe. Avec une grande faiblesse dans notre modèle, je suis tout à fait direct et concret, qui est évidemment l'implantation aux États-Unis. Comment y arriver ? Voilà, je vous repasse la balle. C'est toujours Barbara ou c'est aussi Anne ? Parce que votre question, c'est sur les États-Unis. Comment aborder les États-Unis ? On a deux marchés. On a deux marchés, les répondre, États-Unis et l'Asie, sur lesquels on aimerait être présent. Oui. Le modèle a bien fonctionné sur les autres continents en approche directe et locale via l'Espagne pour l'Amérique du Sud. Mais évidemment, comme toute start-up qui a des visées internationales, puisqu'on est nativement international sans avoir fait la moindre publicité, comment se développer et avec quels moyens aux États-Unis ? Première question, en Asie, deuxième question.
Bon, alors on va lui demander de vous faire une toute petite synthèse, parce que je pense que c'est le... Bon, Barbara, question facile. Facile, je sais pas, non, j'ai pas forcément de solution miracle. C'est vrai que les États-Unis, nous, on l'avait identifié comme un des marchés clés, surtout quand on a commencé, nous, dans les solutions fans. C'est vrai que tout ce qui est entertainment est quand même beaucoup plus... Enfin, les États-Unis, je pense, ont beaucoup d'avance en termes de smart stadium, etc. Donc, rapidement, on a eu, en fait, dès le départ, au départ, on avait quelqu'un qui nous représentait pour les États-Unis et le Canada au Canada. Qui connaissait le marché, qui était implantée depuis longtemps là-bas, etc., qui était un peu toute seule, donc ça n'a pas vraiment fonctionné, pour être très transparent, parce que c'est un territoire qui est énorme. Donc après, quand on a racheté Vokero en 2019 pour faire la partie audio, eux avaient une filiale aux US. Et donc, on l'a étendu. Donc, il y avait une équipe qui était déjà très présente sur les systèmes de com audio. Et on a renforcé l'équipe pour vendre de la vidéo. Donc, on avait déjà un réseau sur place. Alors, pour rien cacher, ça coûte quand même très cher d'avoir une filiale là-bas. Les salaires sont très élevés. Au début, on a quasiment 0 de chiffre d'affaires et il faut investir dans une équipe. Il faut investir dans une équipe senior, parce que si vous prenez un petit commercial qui va se balader, ça va servir à rien. Dans les instances aux États-Unis, il faut vraiment aller taper haut. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides pour pouvoir avoir quelques années où finalement on investit en n'ayant pas tout de suite forcément le chiffre d'affaires qui va avoir un ROI positif. D'où l'intérêt d'avoir aussi des investisseurs derrière, etc. Et ensuite, par contre, après, c'est du networking. Nous, on a commencé petit, on a commencé dans les universités. Maintenant, on a des contrats avec la MLS, etc. Donc, on se fait notre place, mais c'est assez long et cher. Et donc, il faut... Comment ? Oui. Voilà, il faut avoir les reins solides et puis il faut recruter les bonnes personnes aussi, quoi. Pas forcément, alors pas forcément, ouais, non, pas forcément. Après, il y a des sensibilités différentes. Ce que nous on voit, c'est que aujourd'hui dans le sport, clairement, c'est plus facile de mobiliser des budgets sur les solutions pour les pros, l'arbitrage vidéo, l'accompagnement des médecins, l'accompagnement des entraîneurs, etc. Que ce soit les clubs ou les fédés, elles vont mettre plus de budget que la partie fan. La partie fan, surtout ici en Europe, c'est quand même un peu la cerise sur le gâteau. C'est un directeur commercial ou marketing qui veut se faire un peu plaisir, ou des gens comme la FIFA qui ont vraiment des gros moyens parce que des gros sponsors. Nous, typiquement, quand on a travaillé avec eux sur la Coupe du Monde, ils ont vendu la brique vidéo à Coca-Cola. Donc ils ont vendu ça avec un sponsor. Aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus de budget sur tout ce qui est fan expérience, fan engagement, etc. Donc on peut aller parce qu'aussi ils ont des grosses audiences, ils ont des gros sponsors. En fait, l'économie est complètement différente. Aujourd'hui ici, les clubs une fois qu'ils ont payé les salaires des joueurs, il reste pas toujours grand-chose. Souvent nous les décisions, elles dépendent des transferts de joueurs à la dernière minute juste avant le début de saison. Aux États-Unis, quand on regarde même les équipes universitaires, elles ont des budgets équivalents aux gros clubs ici en Europe, quoi. Si dans la salle, il y a des gens qui ont abordé successfully les États-Unis, surtout qu'ils interviennent, qui ne se dérangent pas. Et moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'on peut parler des États-Unis? Parce qu'il n'y a pas de différence selon les États, en fait. Il y a pas il y a peut-être aussi des différences on ne travaille pas de la même manière en Californie que dans le Massachusetts. Enfin, je ne sais pas. Mais peut-être pas. Peut-être que je me trompe. Enfin, pardon. Bonjour, je peux répondre à la question. Emmanuel Fakovi, je dirige un cabinet de conseil en développement international. Sur le marché américain, je dirais que la meilleure manière d'aborder le marché, c'est souvent d'y trouver un investisseur local. Notamment sur ces activités-là de Sportech ou de SaaS. C'est assez difficile, à moins d'avoir effectivement des capitaux assez importants à investir pour créer une structure locale, d'aborder le marché. Donc, moi, ce que je conseille très souvent à mes clients, c'est d'aborder le marché en trouvant un partenaire local qui va investir dans la structure et qui aura les bons réseaux localement. Voilà. Ah, parfait. Allons-y. Oui, bonjour, Constantin Etote, ancien footballeur professionnel. C'est une question pour Anne. Je suis dans les solutions de paiement digital dans le monde du sport. Et je voulais savoir, par rapport au monde digital, par rapport à l'Afrique, est-ce que les filiales Orange
ont tous maintenant des solutions d'eSIM pour pouvoir donc en fait digitaliser le fan ou l'utilisateur par rapport à une solution de paiement digital. Merci pour la question. Alors déjà, premier point, un choix stratégique d'Orange sur les filiales et sur la zone panafricaine. Nous avons remis un siège basé sur la zone. Voilà. Auparavant, la direction était basée à Paris, comme nous, enfin ici les Moulineaux maintenant pour être précise. Et donc il y a eu un choix stratégique de remettre vraiment le siège en local sur la zone panafricaine. Ça c'est le premier point. Sur la partie liée au paiement, il y a 15 ans que j'ai travaillé effectivement dessus, sur mon ancien poste, où on avait initié des projets autour du M-Payment sur la zone panafricaine, et notamment sur un axe vraiment grand public, sur la partie de la eSIM, selon, encore une fois, le taux de pénétration sur le marché en fonction de chaque pays où Orange est présent. Eh bien, la réponse est finalement à adapter en fonction de chaque filiale. Il y a des zones beaucoup plus fortes où on travaille avec la Sonatel, où là on est très fort. Orange Maroc, quand on a racheté là aussi des licences, eh bien forcément on met l'accent plus fort parce qu'on a aussi un collectif plus important. Donc en fonction de chaque pays, finalement, oui, il y a des zones où on est sur de la eSIM et sur d'autres pays pas encore parce que le marché n'est pas prêt. Merci Anne. Autre intervention, remarque. Ah. Oui, bonjour. Anthony Caillé de la société FreeFit. Donc nous, on est une solution de salle de sport freemium donc, qui se présente comme une alternative aux salles low cost qu'on a majoritairement en France. Ma question s'adresse un petit peu à vous quatre. Je voudrais savoir à partir de quel seuil de maturité on peut envisager de partir à l'international et qu'est-ce qui déclenche cette volonté. Voilà, à partir de quel moment en fait on commence à se poser ces questions-là, sachant que nous on en est au tout début, donc et que le produit pourrait très bien s'exporter et pourrait matcher avec certains marchés internationaux. Est-ce que vous voulez, qui veut répondre? Enfin, ce que a dit tout à l'heure, Olivier a dit tout à l'heure, je crois qu'il avait raison, et puis Barbara aussi, c'est qu'il faut être fort sur les marchés domestiques avant de partir. Ça veut dire déjà florissant, ça veut dire déjà rentable, faire un business rentable, quoi, voilà, réussir. Donc on ne peut pas partir, comme il a dit, en se disant on va aller à l'international, ça va nous développer parce qu'on est un peu ric-rac actuellement. Donc ça, enfin, à mon avis, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est avoir une vitrine, c'est-à-dire pouvoir être capable de montrer ce qu'on a fait, l'exposer, etc. Ça revient un peu au premier, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et pour le reste, je vous laisse compléter. Si vous avez des choses à compléter, peut-être, je sais pas. Moi, juste une chose, c'est qu'ayant travaillé dans mon passé avec Business France et compagnie, bref, je me suis rendu compte que, en fait, souvent, ils avaient tendance à dire aux entreprises « allez à l'international, aux PME, aux petites boîtes. Allez-y, allez-y ». Et 2 fois sur 3, c'était une catastrophe, parce qu'elles y allaient trop tôt, prématurément. Et donc, il ne faut pas se laisser entraîner par des sirènes disant « mais si, sur place, on connaît machin, on va vous ouvrir ». Non, il faut y aller quand on est vraiment fort. Quand on a les reins solides, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement se prendre un échec, bah oui, mais ça ne va pas vous faire faillite, ni même fragiliser votre société. Non, mais c'est vrai, on a vu, franchement, j'ai vu des exemples, ils sont allés trop tôt, c'est tout. Ils seraient allés 3 ans plus tard, ils réussissaient. Voilà. Donc je pense qu'il faut prendre son temps, même si on se dit, ouais, c'est sur place, les marchés se développent. Ben oui, d'accord, mais s'ils se développent, mais que vous y laissez votre chemise, ce n'est pas le but, quoi. Ouais, vraiment. Voilà. Barbara. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de choisir ses marchés, parce qu'en fait, on dit aller à l'international, mais on ne peut pas aller sur 300 pays en même temps. Donc, c'est important de se dire, si effectivement on se dit en France, les salles de fitness, c'est souvent du low cost, les gens regardent que le prix à l'abonnement, etc., c'est de se dire quels sont les marchés où il y a de la place pour du haut de gamme, qui sont les concurrents, et de se concentrer dans un premier temps sur peut-être 1 ou 2 marchés. Parce que c'est vrai que quand on arrive sur un marché, en fait, il faut recommencer tout de zéro. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les acteurs, comprendre les décideurs. J'imagine que vous avez des problématiques immobilières, de partenariat, etc. Et donc se dire, je vais faire l'Europe occidentale d'un coup, je pense que c'est compliqué. Donc voilà, est-ce que c'est l'Espagne, est-ce que c'est le Benelux, est-ce que c'est la Suisse, des pays pas trop loin peut-être aussi, parce que c'est vrai qu'à un moment, si vous êtes une petite équipe, il faut aussi se dire qu'il faut y aller, il faut passer du temps sur place, il faut rencontrer les gens. Et donc, c'est plus facile à faire ici en Suisse que d'aller tout de suite en Malaisie ou je ne sais pas.
et des gens effectivement qui soient proches géographiquement et également culturellement, c'est-à-dire qu'on puisse à peu près comprendre, à moins que vous ayez dans l'entreprise, je ne sais pas moi, quelqu'un du Moyen-Orient, j'en sais rien, qui comprend très bien la culture, mais sinon, il vaut mieux aller voir effectivement en Europe, pas loin, enfin des gens qui ont une culture un peu similaire, si vous voulez. Proximité géographique, proximité culturelle. Tout à fait. Après, on continue. Le problème est que culturellement, justement, il y a des marchés qui sont en avance sur ce secteur-là, je pense notamment aux États-Unis, et où l'offre serait pertinente, la solution serait pertinente, mais ça paraît inaccessible aujourd'hui, bien sûr. Mais le produit matche mieux, à la limite, avec certains marchés que le marché français aujourd'hui. Mais je vous rejoins tous, et je vous rejoins tous sur le fait de ne pas brûler les étapes et de déjà prouver, déjà réussir ici avant de vouloir partir à l'international, quoi. Moi, je veux bien juste vous donner la vision d'un grand groupe aussi, vis-à-vis d'Orange Haven, qui reste un peu, je dirais, la PME au sein de la grosse maison Orange, hein, puisqu'on est, je suis arrivée il y a 5 ans, nous étions 70, on est aujourd'hui 170 pour livrer les jeux. La question, on se l'est posée quand on est arrivé il y a 5 ans, le nouveau comité de direction. On s'est donné trois guidelines, qui étaient bien sûr de réussir les grands événements majeurs en France, de regarder comment on pouvait développer l'international. Et un autre sujet. Et sur la partie internationale, ça a été très simple, encore une fois, c'était de se dire, voilà, les États-Unis, tout le monde a envie d'y aller. Encore une fois, nous, on s'est dit, back to basic. Où est-ce qu'on est fort, déjà ? Encore une fois, on est une multinationale, mais justement, aujourd'hui, sur les marchés aux US, on n'a pas d'équipe, on n'a personne. Encore une fois, on est très présent en Afrique. C'est un marché pour nous, Orange, sur lequel on est bien implémenté, où on a une brand value, ça veut dire que la marque, on a une force majeure auprès de ces territoires. Et donc voilà, on a aussi construit notre stratégie en fonction, encore une fois, de nos forces en présence. Et ça rejoint vraiment même tout ce qui a été évoqué, même pour un grand groupe où on peut dire qu'on a les reins solides, on est une grosse entreprise. On a quand même fait le choix de se dire on occulte telle et telle plaque parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas, pour aussi des raisons financières. Hein. Je ne peux pas aller mettre des équipes aux US, effectivement, qui coûteraient même beaucoup trop cher, alors que je vais avoir du monde sur des zones où finalement on est déjà bien implémenté. Juste au niveau, privé, on parlait tout à l'heure des conseillers du commerce extérieur de la France, qui sont extrêmement bien renseignés. Peut-être que, je ne sais pas, ils ont des chapitres par pays. Donc il y a un chapitre américain. Donc là, j'avoue que j'étais avant conseiller du commerce extérieur, mais je ne le suis plus, donc je ne sais plus qui le tient. Mais il faut trouver son nom. Il y a un comité national qui est à Paris, avenue Franklin Roosevelt, et il faut trouver le nom de cette personne et lui écrire. Et lui dire, voilà, est-ce que vous pensez pouvoir me mettre en contact ? C'est leur boulot. Hein. C'est un boulot bénévole. Ce sont des chefs d'entreprise, mais ils sont nommés par le Premier ministre pour justement bénévolement conseiller les autres entreprises en fait qui veulent venir dans les pays où ils sont. Alors, c'est pas là. Ils peuvent pas le faire à plein temps parce qu'ils font autre chose. Mais ils doivent quand même le faire. Voilà. Donc moi, je vous conseillerais aussi de faire ça. Évidemment, les pouvoirs publics, les missions économiques, mais les privés qui sont souvent extrêmement bien renseignés. Le réseau privé auquel on ne pense pas assez. Et juste un modèle, pardon, je complète, mais sur certains territoires, encore une fois, où on n'a pas la capacité d'aller positionner des gens. Aujourd'hui, comment moi je positionne finalement mon équipe, c'est aussi d'avoir une vision de conseil. Donc sur certains pays, sur certaines plaques, je vais vendre du conseil pour un organisateur. Aujourd'hui, on aura encore l'expérience des jeux en étant le seul opérateur. Et bien demain, pourquoi pas aller conseiller le CIO qui développera des choses sur d'autres plaques. Et là, encore une fois, je ne vais pas vendre un package global, mais je vais vendre le conseil, l'expérience. Le fait d'avoir réussi, je disais tout à l'heure, la preuve par l'exemple. Donc sur votre marché, pourquoi pas, sur certaines plaques, allez vous positionner en conseil sans amener tous les équipements, le staff et tout ce que ça engendre derrière. Mais ça peut être aussi une piste, voilà, encore une fois, sur la zone France ou un autre pays sur lequel vous auriez la capacité de développer le produit en propre, de vous positionner ensuite en zone conseil. Très bien. Merci à vous quatre, merci infiniment. Merci à vous. Autre question. Alors, je sais que normalement, on doit terminer à moins le quart, mais on a un peu de lest si on veut. On a encore 5 à 10 minutes. On ne nous met pas dehors. Donc, si vous voulez encore dire des choses... Oui, quelqu'un a dit ? Non, d'accord. Et éventuellement, les intervenants aussi, si vous avez encore, parce que comme je vous ai effectivement un peu pressé, si vous avez des choses à dire, Olivier, Barbara, Anne...
Sur le dernier exemple, nous, il se trouve qu'on est investisseur dans une société de salle de sport aussi un peu premium, donc sans doute un peu votre concurrent. Mais je serais très heureux de vous donner un peu notre expérience sur le sujet. Pour l'instant, on s'est posé cette question. Pour l'instant, on n'est pas allé à l'international. Donc, c'est une première réponse qu'on ne l'a pas fait. Pourtant, la société est déjà maintenant mature, rentable. Il y a eu quand même le Covid qui a été... vous n'étiez peut-être pas né au Covid, donc après, donc vous êtes inspiré. Donc évidemment, ces business de salle peuvent dépendre de ces facteurs-là. Et sur l'international, le vrai sujet qu'on avait, c'était que, et ça, comme disait Anne, ça nécessite quand même de déployer physiquement un certain nombre d'infrastructures qui coûtent de l'argent. Et ça ne peut se faire et se comprendre que si l'échelle est suffisante. Donc si vous allez aux États-Unis, ce qui est déjà compliqué en soi, si c'est pour ouvrir une salle de sport aux États-Unis, et derrière, et donc il faut qu'il y ait un projet global. Et donc je pense que ça ne peut passer que, je crois que ça a été dit d'ailleurs, mais par monsieur, je crois. Je le rejoins plutôt par un co-investisseur qui est en alignement d'intérêt avec vous pour que ça marche et qui connaît le sujet et qui connaît aussi les localités. Claude le disait tout à l'heure. Installer une salle, c'est du real estate aussi, donc il y a une partie immobilière. Et si on ne connaît pas là où il faut être à New York ou à San Francisco pour que la salle fonctionne, capte le public qui est ciblé par votre prestation, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a quand même, s'agissant de votre métier, de la spécificité de votre métier, qu'il faut voir gros si vous voulez que ça fonctionne. Et ça passe, à mon avis, d'abord par une maturité suffisante et ensuite, effectivement, par un partenariat assez aligné en intérêt pour que les gens sur place puissent porter le sujet et que vous ne soyez pas en première ligne alors que vous avez, j'imagine, plein de choses à gérer déjà en ce moment. Et je voulais juste finir aussi sur un élément clé, encore une fois sur votre exemple. Il y a une notion de marque, de mon point de vue, qui est importante. C'est comment vous allez exporter une marque française. Je le citais, c'est important quand on veut implémenter un marché qui est orienté sur du B2C. Il y a un vrai sujet de quelle est la valeur de ma marque en France, comment j'exporte la valeur de ma marque à l'international, parce que je vais proposer une expérience différenciante, c'est ce qu'on disait. Une marque, voilà, elle exprime beaucoup de choses. Et encore une fois, si je le recompare à Orange, moi je m'adosse beaucoup à la marque aujourd'hui pour aller chercher des marchés. Donc voilà, je pense que vous avez peut-être un sujet à travailler autour de votre marque et comment je l'implémente de manière forte en France pour ensuite aller pouvoir l'exporter aussi dans les pays. Merci. Bien. Avez-vous d'autres interventions? Des choses à demander, à dire, à témoigner? Non, c'est bon, les intervenants aussi? Très bien. Alors, je vous remercie tous infiniment de votre présence et de vos questions pertinentes. Je remercie les intervenants, évidemment. Et puis, une prochaine fois. Voilà, merci beaucoup. Merci.